Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Live Doctors et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Michael Grimberg. Bonjour, bonjour mon cher confrère. Bonjour. Merci à vous de nous accorder un temps qui est précieux. Vous êtes, je le répète, professeur de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction et vous êtes chef de service à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Nous allons parler de l'endométriose, maladie mystérieuse s'il en est, et maladie qui touche une femme sur 10, donc une prévalence importante. Pourriez-vous nous donner quelques informations supplémentaires? Alors vous l'avez bien dit, l'endométriose est une maladie mystérieuse. C'est vrai qu'on est confronté, nous, gynécologues, à de plus en plus de femmes qui viennent nous consulter pour des problèmes, que ce soit de douleur ou d'infertilité, ou les deux d'ailleurs, en rapport avec cette maladie dont l'origine est relativement encore méconnue. A priori, les théories seraient qu'un reflux de sang des règles, comprenant des débris de ce qu'on appelle l'endomètre, la muqueuse de l'utérus qui est normalement desquamée et qui sort au moment des règles, refluerait par les trompes et, pour des raisons totalement inconnues, pourrait chez certaines femmes, ces débris, être très agressifs et atteindre les ovaires et la séreuse du péritoine, donc la partie qui enveloppe tous les organes pelviens, les organes reproducteurs, que ce soit l'utérus, que ce soit les trompes, que ce soit même le tube digestif. Et donc, on va avoir une symptomatologie extrêmement variée en rapport avec ces problématiques d'implant endométriosique. C'est ce qu'on appelle les menstruations rétrogrades. Il faut savoir qu'il y a toujours un reflux de sang au moment des règles. On parle de 90% de cas de menstruation rétrograde, mais seulement 10% de possibilités d'endométriose. En fait, c'est toute la problématique et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas exactement ce phénomène. Pourquoi, alors que c'est quasi normal d'avoir du reflux de sang au moment des menstruations qui retombe dans la cavité péritonéale, donc dans le ventre, pourquoi, chez certaines femmes, il y aurait une agressivité de ces implants qui ferait qu'ils généreraient une maladie inflammatoire avec un profil immunologique particulier qui engendrerait à terme des conséquences importantes sur la qualité de vie et sur la fertilité. Quels sont les symptômes majeurs de l'endométriose? Alors l'endométriose va se caractériser principalement par deux grandes manifestations. Les manifestations douloureuses, algiques, et les manifestations en rapport avec les problématiques éventuelles de fertilité. Pour ce qui est des douleurs, il faut tout de suite arrêter avec le classiquement admis de les règles doivent faire mal. On n'a pas mal quand on a ces règles normalement. Et là où on voit au quotidien des femmes qui vous disent non mais je prends des traitements à chaque fois pendant les premiers jours de mes règles, mais j'ai toujours été habituée, ma mère m'avait dit que c'était normal et je fais comme ça, c'est pas normal d'avoir des douleurs importantes pendant ces règles. Il peut y avoir des petites douleurs de contraction, mais ça ne doit pas normalement nécessiter la prise de médicaments. Il faudra systématiquement envisager la possibilité qu'on soit dans un contexte d'endométriose si les règles deviennent extrêmement douloureuses. Au-delà de ces règles douloureuses, l'endométriose, notamment quand elle est profonde, on reviendra après sur l'endométriose superficielle et profonde, l'endométriose profonde peut, elle, s'associer à des symptômes au moment des rapports sexuels. On peut avoir ce qu'on appelle des dyspareunies profondes, des douleurs au moment des rapports, qui vont faire que la sexualité ne sera pas optimale pour ces femmes-là. On peut avoir dans les endométrioses extrêmement sévères des symptomatologies digestives avec des saignements rectaux pendant les règles, des problèmes urinaires pendant les règles quand il y a des atteintes de la vessie, qui vont pouvoir également, elles, se manifester dans un certain nombre de cas, beaucoup plus rares, fort heureusement. Il faut savoir quand même que l'endométriose peut se traduire par deux types d'atteintes. Les atteintes superficielles, dont on ne sait pas exactement si elles sont, elles, directement responsables de douleurs, et ces atteintes superficielles vont se manifester par des implants un petit peu inflammatoires, un peu partout dans la cavité péritonéale, donc dans le ventre,
mais sans agressivité majeure. En revanche, et on ne sait encore pas pourquoi, certaines femmes font des endométrioses superficielles, d'autres profondes, on a de temps en temps des implants qui vont rentrer en profondeur, attaquer de manière un petit peu plus profonde les tissus, que ce soit le tube digestif, que ce soit la vessie, que ce soit le péritoine, et qui vont être source d'inflammation chronique, d'adhérence, qui pourront elles-mêmes être source de douleur, d'hémorragie, ou éventuellement même d'infertilité. Et donc on en vient à la deuxième manifestation de cette endométriose, grande manifestation de l'endométriose, que sont les problèmes de fertilité. Il faut quand même savoir que l'immense majorité des femmes qui ont une endométriose sont fertiles. Dans un certain nombre de cas, on va retrouver, soit à la faveur d'un bilan d'infertilité chez un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, on va avoir dans 5 à 15% des cas de l'endométriose qui va être détectée. Est-ce qu'elle est elle-même directement à l'origine de l'infertilité? Parfois oui, parfois non. Ce qui est très clair, c'est que l'endométriose, quand elle est à l'origine d'adhérences multiples qui empêchent la physiologie ovarienne et tubaire de se faire correctement, c'est-à-dire la captation de l'ovule par la trompe, faute du fait d'adhérences multiples et variées, ça va expliquer directement les possibilités d'infertilité. En revanche, des atteintes plus superficielles n'expliquent pas forcément directement, c'est sans doute un cofacteur de cette infertilité. Ensuite, il faut aussi distinguer les endométrioses qui atteignent les ovaires et le reste du tractus reproductif ou du tube digestif, etc. L'endométriose ovarienne est une entité bien spécifique. Elle va être à l'origine de ce qui est injustement appelé kyste, de kyste d'endométriose. En fait, ce sont des formations kystiques, effectivement, mais qui ne rentrent pas directement dans la définition d'un kyste. Des formations donc kystiques qui vont contenir du sang coagulé, du sang, du vieux sang vieilli, un liquide qu'on appelle chocolat. Ces kystes d'endométriose vont avoir une histoire naturelle qui va être de grossir et d'atteindre au fur et à mesure, de potentiellement altérer le processus du fonctionnement ovarien, soit dans sa capacité à faire ovuler correctement, soit plutôt même dans sa capacité à détruire du stock d'ovules. Et c'est une vraie problématique parce qu'on a de plus en plus de femmes jeunes qui présentent ces kystes ovariens. Et il y a toujours des grandes questions sur est-ce qu'il faut les opérer ou pas, parce que quand on les opère, ces femmes-là, on sait que quand on fait une chirurgie de ces kystes, on va réduire le stock d'ovules. On va toujours abîmer à la faveur de la chirurgie, même si on essaye d'être précautionneux, on va toujours détruire un peu de stock pour ces femmes-là. Et donc on va faire vieillir les ovaires de ces femmes un peu plus vite que prévu. Et comme on sait que c'est une maladie qui est potentiellement récidivante, plus on va y retourner, plus on va atteindre la fonction ovarienne de ces femmes. Il existe une forme d'endométriose dite asymptomatique. En fait, on le voit au quotidien, des patientes qui ont, en tout cas quand elles sont infertiles, on a beaucoup de femmes infertiles chez qui on va trouver, en faisant une célioscopie dans le cadre du bilan de fertilité, ce qui peut se faire dans un certain nombre de cas, on va retrouver des lésions d'endométriose, le plus souvent superficielles, qui sont totalement asymptomatiques. Et donc on sait qu'il y a une grande frange de la population, de femmes jeunes, qui a de l'endométriose, très peu parlante, puisqu'elle ne génère pas de symptômes, et elle ne génère pas d'infertilité. Donc on sait que c'est une maladie de la femme jeune, et c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs sûrement énormément sous-estimée, parce que beaucoup de femmes ne sont pas symptomatiques, mais fort heureusement d'ailleurs. Qu'en est-il de la relation entre l'endométriose et le cancer ? Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de lien direct entre endométriose et cancer. Quand on est endométriosique, on ne fera pas de cancer lié à son endométriose. Ce sont deux entités différentes. Je crois qu'on peut parfaitement rassurer toutes ces femmes-là, elles ne feront pas plus de cancer. C'était le but de ma question, vous l'avez compris. J'avais compris. Quels sont les facteurs de risque connus pour l'endométriose, y compris environnementaux ? Alors, il y a effectivement, c'est une maladie qui bien sûr est inconnue, mais pour laquelle il semblerait qu'il y ait quand même quelques facteurs de risque. Le premier facteur de risque est un facteur familial. Les antécédents familiaux, il y a des familles d'endométriosiques.
Donc ça, c'est un facteur classique et il faudra systématiquement le rechercher chez une patiente chez qui on retrouve de l'endométriose. Ça ne lui permettra pas d'être mieux guéri, mais en tout cas, ça expliquera en partie ce qu'il peut y avoir. Ensuite, pour les traitements, pour ce qui est de l'environnement, on a plusieurs pistes. Tout ce qui sont les polluants environnementaux, les bisphénols, les choses comme ça, sont impliqués potentiellement dans tout un tas de maladies de la reproduction. On y met là-dedans l'endométriose. Alors aujourd'hui, les liens entre ces facteurs environnementaux et cette endométriose sont quand même pas aujourd'hui très très clairs. C'est assez difficile parce que les facteurs environnementaux agissent de manière multifactorielle. Donc c'est assez compliqué d'identifier s'ils sont eux-mêmes directement générateurs de lésions endométriosiques, mais on peut penser quand même que l'environnement est impliqué parce qu'on a de plus en plus de cas et les modifications de notre environnement ne sont sans doute pas étrangères à ça. Êtes-vous démuni devant une endométriose? Y a-t-il des traitements? Compte tenu du fait qu'on ne connaisse pas la cause et l'origine à proprement parler de cette endométriose, on n'a pas de cause de traitement étiologique. Donc on n'a rien à traiter à proprement parler. On a des traitements symptomatiques. Chez des femmes douloureuses, on va être capable, avec des traitements médicaux qui sont le plus souvent contraceptifs, soit des progestatifs, soit des pilules œstroprogestatives, soit des traitements même freinateurs de la fonction ovarienne, on va essayer de mettre au repos les ovaires pour essayer, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre les hormones produites et l'endométriose. Donc en mettant au repos les ovaires, on est capable de mettre au repos en quelque sorte cette endométriose. Donc de réduire les symptômes d'une grande frange de la population. Malheureusement, ces traitements sont, comme je vous l'ai dit, contraceptifs. Du fait qu'ils soient contraceptifs, ça ne permettra pas à ces femmes-là, si elles ont un désir d'enfant, de pallier les deux, d'allier les deux, à savoir le fait d'être tranquilles au niveau de leur qualité de vie et de pouvoir essayer d'avoir des enfants naturellement. Quand la problématique est principalement une problématique douloureuse et qu'on n'arrive pas à la gérer avec nos traitements médicaux, on peut aller vers des traitements chirurgicaux qui peuvent être extrêmement lourds de temps en temps, qui peuvent conduire à des résections de tubes digestifs, des résections de rectum, des résections de fragments de vessie, enfin, vraiment des choses qui peuvent être des chirurgies qui peuvent être extrêmement lourdes. Du fait de l'emplacement du noyau endométrial. C'est ça, du fait de l'invasion des différents organes pelviens, on peut être amené à faire des chirurgies très lourdes et très invasives pour permettre à ces femmes-là de leur restituer une qualité de vie correcte, au prix quand même, de temps en temps, de séquelles chirurgicales qui sont elles-mêmes relativement importantes. Et on sait d'ailleurs que cette chirurgie, des fois, va elle-même altérer aussi potentiellement la fertilité. Donc c'est toute la problématique chez des femmes douloureuses de leur dire, est-ce qu'on attend qu'elles aient fini leur projet parental pour les opérer et régler les problèmes de douleur, mais quand ça arrive chez une femme de 18-19 ans, est-ce qu'on va lui dire qu'il faut qu'elle attende 10 ans à souffrir le martyre pour pouvoir, et qu'elle ait fini son projet parental, pour pouvoir être traitée? C'est extrêmement compliqué. Donc, on a maintenant des centres de référence sur l'endométriose pour essayer d'avoir une réflexion un peu globale, avec des chirurgiens très spécialisés, pour essayer de dire, voilà, là on peut opérer, on va essayer de faire des chirurgies les plus conservatrices possibles, les plus efficaces mais les moins délétères pour la fonction de reproduction, pour permettre à cette femme de vivre le plus naturellement possible. Et ensuite, parce qu'encore une fois, on ne sait pas, chez une femme jeune qui est très douloureuse, si elle aura des enfants ou pas. C'est pas parce qu'elle a une atteinte très sévère qu'elle n'aura pas forcément d'enfants naturellement. En revanche, si elle n'y arrive pas naturellement, il faudra qu'elle ait recours à de la fécondation in vitro, qui reste quand même, dans les traitements de l'infertilité, la technique de référence pour pallier à ces problèmes de conception. Quelles sont les pistes de recherche qui s'ouvrent à vous actuellement? Alors, on a beaucoup de recherches qui sont pour cette endométriose sur... d'une part, pour essayer de continuer à explorer cette origine de l'endométriose, des hypothèses immunologiques et des travaux sur l'immunologie pour essayer de mieux comprendre pourquoi chez certaines femmes on aurait une invasion de ces implants endométriosiques et pas chez d'autres. Donc il y a beaucoup de pistes qui se font là-dessus.
donc des travaux sur l'endomètre de femmes qui sont prélevées et analysées de manière extrêmement fine sur tout un tas de facteurs pour essayer de deviner et de comprendre pourquoi dans tel cas ça serait invasif et dans d'autres cas ça ne le serait pas. Pistes de traitement, il y en a malheureusement aujourd'hui pas beaucoup en termes de traitement symptomatique. On est toujours un peu en stagnation avec des pilules, des progestatifs, des agonistes de la GnRH. On est maintenant sûrement dans des situations où on va préserver la fertilité de ces femmes-là. On va partir sur exactement ce qu'on fait pour des femmes qui ont des cancers. On se dit que c'est une maladie qui atteint la fertilité potentiellement. Donc on va leur prélever des ovules, parce que si jamais c'était des femmes qui étaient candidates à une fécondation in vitro, il vaudrait mieux le faire avec des ovules quand elles sont prélevées quand elles sont jeunes, plutôt que quand elles sont plus âgées. Donc c'est une nouvelle voie, pas de traitement de l'endométriose, mais de prise en charge globale de l'endométriose. Et j'en parlais tout à l'heure de la problématique de comment gérer la douleur chez des femmes qui n'ont pas encore fait leur projet de maternité, qui n'ont pas achevé leur projet de maternité. Eh bien, on inclut de plus en plus cette préservation de la fertilité qui vient en quelque sorte un peu sauver tout, parce que si une femme doit avoir une chirurgie délabrante, on va pouvoir lui dire au préalable, on va te préserver, on va te mettre de côté des ovules pour te donner un maximum de chances de pouvoir avoir des enfants, même si la chirurgie devait être délétère, eh bien on aura mis de côté des ovules, et donc ça te permettra non seulement d'être opéré pour avoir une qualité de vie qui soit la meilleure possible, mais également de maximiser tes chances de pouvoir avoir des enfants. Professeur Greenberg, nous arrivons au terme de cet entretien sur l'endométriose. Grâce à vous, cette maladie est un peu moins mystérieuse. Grâce à vos explications, il y a des espoirs qui sont maintenant